De nous accueillir dans ces locaux aujourd'hui. Bienvenue pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, restauration collective et alimentation biologique. Vous savez que l'agence bio, c'est sa mission, l'une de ses missions de parler bien sûr de bio et de promotion de produits bio, mais de parler d'un segment de marché aujourd'hui qui nous a particulièrement, c'est la restauration collective. On sait que dans le code de l'environnement, dans les différents sujets, dans le plan Ambition 2017, c'est un sujet aussi important sur lequel on doit se positionner et on doit faire du travail de communication et de pédagogie pour distribuer une meilleure alimentation dans tout ce qui est la restauration collective. Alors vous allez voir au long de la journée, il y a différents témoignages, différentes expérimentations, il y a des élus qui sont parmi nous, des témoignages qui sont très positifs, qui vont jusqu'à une alimentation 100% bio. Donc il montre que cela peut exister, que cela peut se développer, qu'on a une marge de progrès en tout cas sur notre territoire national et on verra même jusqu'à l'international puisqu'on a l'exemple de l'Allemagne et l'exemple peut-être de l'autre côté des Alpes aussi, pour montrer qu'on a les possibilités de développer une alimentation bio et tout est possible dans notre société. C'est une histoire de volonté, une histoire aussi d'hommes et de femmes engagés, une histoire de volonté de transmission de la part des cuisiniers, parce que ça transmet une alimentation, je pense notamment aux enfants, mais également dans d'autres secteurs d'activité, on le verra aujourd'hui. En tout cas, le débat est ouvert, c'est une journée d'échange, de partage, de convivialité, puisqu'on parle d'échange et de repas, c'est la convivialité, c'est les moments de partage qui sont très importants à nos yeux. Et n'hésitez pas donc à vous manifester si vous avez à témoigner, à poser des questions. En tout cas, le débat est ouvert. C'est la journée organisée par l'agence bio. On souhaite une très bonne journée de travail et d'échange. Et je vais sans plus attendre transmettre la parole à notre directrice qui va nous parler un petit peu d'état des lieux aujourd'hui de ce marché que je viens d'évoquer. Et bonne journée à toutes et à tous, dans la convivialité et la jovialité, comme je dis toujours. Et en tout cas, bienvenue et bonne journée. Merci, Président. Bonjour à chacun d'entre vous. C'est un plaisir renouvelé que de partager ces moments d'échange avec vous chaque année, au moins 3 fois dans l'année, à l'occasion du séminaire international au Salon de l'Agriculture, donc tous les jeudis du Salon international de l'Agriculture, tous les 2e mardis du mois de juin dans le cadre du Printemps bio, et à l'automne dans le cadre des Assises de la bio. Cette année, ce sera le 24 septembre dans la Drôme, en synergie avec Tech & Bio et avec une participation allemande qui sera renforcée par rapport à celle que nous avons aujourd'hui, puisque élargie à bilan des plans de développement de l'agriculture biologique dans nos 2 pays, réalité et perspective. À cela s'ajoutent les forums de structuration de filières. N'hésitez pas à vous abonner à notre site internet pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas toujours cet agenda que nous souhaitons partager le plus possible. Donc, quelques repères que vous pouvez trouver largement développés sur notre site internet, n'hésitez pas. Hein? Donc, la bio, aujourd'hui en France, sachant que les chiffres présentés se rapportent au 31 décembre 2014. Depuis, ça a encore évolué. Donc, fin 2014, au 31 décembre, 26 466 fermes, 13 000 transformateurs, distributeurs engagés, soit plus de 39 000 opérateurs bio en France, une surface cultivée dépassant 1 million d'hectares, 1 120 000 hectares, une grande partie certifiée bio, donc portant une production mise sur le marché avec le label bio, donc susceptible d'être consommée par des consommateurs à domicile, mais aussi en restauration collective. Donc, puisque la restauration collective nous rassemble aujourd'hui, cela signifie qu'il y a eu une évolution très significative de la production bio mise sur le marché, ce qui permet de s'approvisionner plus aisément, sachant qu'il y a des différences suivant les régions, des différences importantes. Donc, évidemment, à l'échelle nationale, nous avons encore du potentiel, beaucoup de projets, beaucoup de chemins à parcourir. Sur le territoire agricole,
la part de l'agriculture biologique représentait 4,14%, avec 5,6% des fermes bio et plus de 7% des emplois agricoles au niveau des fermes. C'est bien là l'expression du fort contenu en emploi de l'agriculture biologique, et tout cela pour servir les consommateurs avec un marché qui a dépassé 5 milliards d'euros, en croissance de 10% par rapport à l'année précédente, ce qui confirme l'intérêt structurel des consommateurs. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux à acheter, ne serait-ce que de temps en temps. On a 9 Français sur 10 qui, en 2014, ont acheté ne serait-ce qu'un produit bio dans l'année. Ça dénote un intérêt. On est sorti de la différence, on est sorti de la niche, ça tout le monde l'a dit depuis des années. Loin derrière nous est l'idée de mode. Plus de 6 sur 10 au moins une fois par mois, 10% tous les jours, 30% toutes les semaines. Donc il y a une évolution très significative. Donc tout cela se mesure à travers des courbes qui se prolongent, puisque depuis le début d'année, les tendances sont toujours à la hausse. Si l'on considère le seul indicateur se rapportant aux nouveaux engagements, depuis le début de l'année, chaque jour, y compris les samedis et les dimanches, 12 producteurs ont décidé en France, en moyenne bien sûr, de convertir leur ferme à la bio. Une augmentation de 16% par rapport à la même période de l'année précédente. Donc c'est dire que la tendance au développement structurel est confirmée. Il y a des différences suivant les régions de France, avec des régions qui occupent un vaste territoire étant elles-mêmes des vastes territoires, et donc la région Midi-Pyrénées est en première position pour ce qui concerne les surfaces bio. Pour ce qui concerne le nombre de producteurs et opérateurs, c'est la région Rhône-Alpes. Vous pouvez trouver tous les chiffres détaillés sur le site internet de l'agence bio. Pour ce qui concerne le marché, donc cette évolution très significative, donc par rapport au début des années 2000, le marché a été multiplié par 5. Et c'est avant tout une augmentation en volume, puisque l'évolution des prix a été relativement modérée au cours de la période, comme vous le savez. Vous le vivez, le marché français est caractérisé par la diversité des circuits de distribution. Cette diversité est consolidée année après année, avec des ventes en grande surface alimentaire qui représentent de l'ordre de 46% en 2014, en magasins spécialisés de l'ordre de 36%, la vente directe 13-14%, et les ventes par le biais des artisans commerçants, les bouchers, les boulangers, les cavistes, les détaillants fruits et légumes, les boulangers, je l'ai dit, 4 à 5%. Donc dans tous les circuits de distribution, les ventes sont à la hausse, avec cette diversité consacrée et de très nombreux consommateurs qui achètent à plusieurs endroits. Donc avec le développement des points de vente, le marché se développe. Un contenu en emploi très important. La bio, c'est la protection de l'environnement, les normes élevées de bien-être animal, nous le savons tous, cela nous rassemble, des qualités associées pour ce qui concerne les produits, des bénéfices pour le développement rural, des bénéfices répartis dans l'ensemble du territoire, des bénéfices pour l'emploi. Donc nous avons évalué à près de 100 000 emplois directs les effets de l'agriculture biologique dans notre pays. Au niveau des fermes, 66 000 emplois en équivalent temps plein. C'est lié au fait que les fermes bio, sur les spécificités de l'agriculture biologique, se traduisent en moyenne générale par un surcroît de travail qui est spécialement marqué dans le secteur de la viticulture. Il y a des différences suivant les orientations technico-économiques, suivant les secteurs de production. À cela s'ajoute le fait que les agriculteurs bio pratiquent en moyenne un peu plus la vente directe et transforment un peu plus à la ferme. Tous ces éléments caractéristiques de l'agriculture biologique sont constitutifs d'un contenu en emploi qui, en prenant en compte l'ensemble des paramètres, a été estimé sur la base du recensement agricole de 2010 à 59% en moyenne
en plus. Hein. Donc toujours des moyennes. Donc 66 000 emplois en équivalent temps plein. Au niveau de la transformation, plus de 12 000 emplois en équivalent temps plein. Distribution, plus de 17 000 emplois en équivalent temps plein. Et une estimation aussi pour ce qui concerne les services, donc les contrôles spécifiques à la bio qui s'ajoutent au contrôle de portée générale, la recherche, la formation, le développement, les conseils, de l'ordre de 2 000 emplois. Donc tout cela conduit à 97 000 emplois sans exagération, donc nous pouvons arrondir, sachant que bien sûr, il y a beaucoup plus de personnes qui concrètement sont impliquées, puisqu'il y a, comme dans toute l'activité agricole, des emplois saisonniers, il y a des personnes qui ne consacrent qu'une partie de leur temps à l'activité bio. En restauration collective, donc le processus d'introduction de produits bio a été amorcé il y a fort longtemps en France. C'était au début des années 90. Autant que nous sachions, ce qui s'est passé dans le Gard, avec, sous l'impulsion d'un mouvement associatif. Puis il y a eu des pionniers qui progressivement ont ouvert les voies. Le développement de l'offre de produits bio en restauration collective vise à répondre fondamentalement aux attentes des Français. Il reflète le dynamisme des acteurs du secteur, la volonté de toujours faire ce qu'il y a de mieux, mais aussi répondre à ce que les Français demandent, trouver des produits bio partout où ils se trouvent. Et il est frappant de constater que, bon an, mal an, plus des 3 quarts des Français souhaitent des produits bio dans tous les lieux de consommation en moyenne, si nous observons. Alors, bien sûr, la palme revient à l'école. C'est là qu'on est spécialement attentif. Donc, 87% des Français souhaitent qu'il y ait des produits bio à l'école. Mais aussi dans les restaurants, 78%, à l'hôpital, 76%, sur les lieux de travail, dans les restaurants d'entreprise, 73%, dans les maisons de retraite, tout autant, sur les lieux de vacances, 72%, en restauration rapide, dans les distributeurs automatiques. Donc c'est à l'image de ce que nous disions tout à l'heure pour ce qui concerne la consommation à domicile, il y a un intérêt pour trouver des produits bio partout où on se trouve. Les produits bio sont présents dans 6 restaurants collectifs sur 10. Début 2015, nous avons de nouveau réalisé cette enquête avec le concours de CSA, et 59% des gestionnaires de restaurants collectifs nous ont déclaré avoir proposé des produits bio, ne serait-ce que très occasionnellement. C'est un indicateur de sensibilisation. Ils étaient 4% en 2006. Le secteur scolaire est en pointe, le secteur scolaire et public, ils vont ajouter. Donc en moyenne 74% pour le secteur scolaire, sachant que de mémoire c'est 79% si on considère le secteur scolaire public, 62% pour le secteur du travail. Et pour le secteur santé sociale, là nous avons encore beaucoup à faire puisque c'est 26%, avec une différenciation interne forte, puisque il y a une part des gestionnaires plus significative dans les maisons de retraite qu'à l'hôpital. Donc à l'hôpital, c'est 4 à 6%. Donc là, nous avons des défricheurs que nous écouterons cet après-midi et qui ouvrent les voies. Et puis, voilà, pour les années à venir, c'est sûrement un des domaines où il y aura une initiative en s'inspirant justement de ce que les acteurs de pointe ont pu commencer à faire. Et on s'en remercie par avance. Donc, en moyenne, c'est encore modeste. La bio représente 2,7% des achats alimentaires de la restauration à caractère social. Même s'il y a eu une forte progression, c'est modeste. Mais ça commence toujours par la sensibilisation. Puis progressivement, le marché se crée. Après des périodes de transition, on trouve la solution qui convient à chaque situation. Et pour l'ensemble du marché des produits bio en France, qui dépasse les 5 milliards d'euros, donc ça représente à peine 4%. Si on considère les établissements qui ont introduit des produits bio, en revanche, donc quand un établissement a décidé d'introduire un produit bio, en moyenne, ça représente 13% des achats, la valeur des achats, contre 5% en 2008. Donc ça, c'est bien l'expression du mouvement fondamental.
Je commence par la sensibilisation, un intérêt très occasionnel. Donc maintenant, on a 59% des gestionnaires de restaurants collectifs qui sont sensibilisés. Lorsqu'on s'y intéresse, après une période de transition, à ce moment-là, on investit suivant des formules variées et ça peut aller, donc, enfin en moyenne, ça représente 13% des achats lorsque les produits bio sont introduits. Donc il y a différentes formules d'introduction. La formule qui est privilégiée désormais en France, c'est celle de l'introduction de produits ou d'ingrédients bio, souvent en relation avec les démarches de structuration de filière, d'approvisionnement local le plus possible, en privilégiant, en introduisant de plus en plus de régularité. Donc, dans un cas sur deux, on choisit d'introduire des produits ou des ingrédients bio, un cas sur quatre, des plats bio, un autre cas sur quatre, des menus entièrement bio. Il y a quelques années, ces proportions n'étaient pas les mêmes. On avait à l'époque un investissement pour des opérations très visibles, très mobilisatrices, caractérisées par de fortes animations avec des menus bio, notamment durant le printemps bio. Maintenant, on passe à une autre période où la fréquence d'introduction des produits bio augmente. Donc, les 2/3 en proposent au moins une fois par mois. Ils étaient 36% en 2009, 39% au moins une fois par semaine, 17% en 2009, donc en quelques années, une évolution très significative, et 15% tous les jours. Donc, on retrouve bien cette augmentation de la fréquence à travers ces chiffres. Les produits bio frais sont privilégiés avec le top 3, les pommes, les carottes et les yaourts. Donc vous avez peut-être en tête les caractéristiques générales des catégories d'achat de produits alimentaires en restauration collective. Et pour schématiser, c'est la règle des tiers. Un tiers de produits frais, un tiers de produits surgelés, un tiers de produits d'épicerie. Je schématise, bien sûr. En bio, c'est pas comme ça que ça se passe. On a plus de la moitié de produits introduits qui sont frais. Donc là encore, c'est bien l'expression de l'intérêt pour des démarches très structurantes et très cohérentes avec l'évolution des habitudes alimentaires et la structuration avec les filières le plus locales possible, sachant que dans le monde où nous vivons, dans certains cas, la France, c'est aussi du local. Les produits bio de saison et régionaux sont plébiscités, donc c'est le reflet de ce que je viens déjà de dire. 8 établissements sur 10 déclarent acheter des produits bio d'origine française et plus de la moitié d'entre eux d'origine régionale. Ça, bien sûr, c'est consolidé par toutes les démarches que nous pouvons observer. 77% placent la saisonnalité comme premier critère de choix. C'est en cohérence avec l'objectif de maîtrise des coûts également et l'approche globale. Plus d'1 sur 2 privilégient les circuits courts, près d'1 sur 2 ont d'autres exigences en termes de développement durable. C'est une source de satisfaction, c'est heureux parce que c'est un investissement collectif, tout cela a beaucoup de sens. Donc c'est réjouissant que les convives le manifestent à travers les résultats des enquêtes. Et ce que nous constatons, c'est que lorsque la satisfaction n'est pas encore au top, c'est parce que les conditions d'approvisionnement ne sont pas encore optimales en raison du développement pas toujours si fort, pas toujours aussi fort que souhaité de la bio dans la région. Donc des perspectives de développement, puisque parmi les gestionnaires n'ayant pas introduit de produits bio, 18% se déclarent intéressés, alors certains de manière certaine, d'autres de manière probable. En fait, c'est toujours un indicateur du niveau auquel on est arrivé, ça montre qu'il y a un intérêt et non pas de la déception. Alors, bien sûr, la question cruciale du coût doit être abordée aussi. Donc, plus d'un établissement sur 10 introduit des produits bio sans augmentation du coût. Donc, choisit d'introduire des produits bio sans augmentation du coût. Dans les autres cas, 86% des établissements font état
d'un surcoût en moyenne de 20%. Alors, ça dépend de la situation à laquelle tu te trouves, ça dépend des catégories de produits que l'on a choisi de référencer, ça dépend aussi de la manière dont on s'organise. Ce que nous constatons, c'est ce que vous vivez pour la majorité d'entre eux, c'est que dans la quasi-totalité des cas, on choisit de s'organiser pour limiter le surcoût, pour introduire des produits bio, payer au prix de la bio, ça c'est une nécessité, parce que ça fait partie de la durabilité, mais en s'organisant, en prenant toute une série de dispositions pour faire des économies par ailleurs, de telle sorte que l'introduction de produits bio soit possible. Donc c'est à l'image de ce qui se passe dans les fermes, l'approche globale qui permet de maîtriser le surcoût et de donner des perspectives d'avenir à toutes ces démarches. Donc 6 établissements sur 10 ont choisi de mettre en œuvre des plans d'action pour réduire le surcoût, en priorité en limitant le gaspillage, donc ça c'est au même niveau qu'en 2014, en remplaçant certains produits par d'autres moins coûteux, donc ça c'est à regarder de très près, mais si c'est fait dans des conditions vertueuses, il n'y a aucun problème, 71% en mettant en concurrence les fournisseurs, ça suppose aussi d'être fait dans des conditions tout à fait loyales, les 2 tiers en travaillant sur l'éducation alimentaire, une proportion quasi similaire en passant des partenariats au niveau local, en groupant les achats. Donc toute une série d'outils qui permettent, et surtout en les combinant, de maîtriser les surcoûts et de s'engager dans des démarches durables. C'est une démarche solide. Solide en France, la bio se développe à tous les stades de la filière. Solide dans l'Union européenne et même dans le monde, puisque partout dans le monde, aujourd'hui, la consommation de produits bio se développe. Nous avons connu une période où il y avait un pays qui faisait exception, c'était le Royaume-Uni. Ça s'est passé de 2008 à mai 2013. Depuis mai 2013, la consommation de produits bio augmente de nouveau au Royaume-Uni. Et donc, dans tous les pays du monde, la consommation de produits bio augmente. Et dans de très nombreux pays, on a choisi d'introduire des produits bio en restauration collective, avec des démarches plus ou moins marquées, suivant les pays, suivant les secteurs de restauration collective. Alors, pour donner juste quelques exemples, en Italie, vous le savez bien, en 2009 d'ailleurs, nous avions eu une journée spéciale franco-italienne sur ce sujet. Donc la restauration scolaire est spécialement en pointe. Ça a commencé au début des années 80. Et il y a plus de 1,2 million de repas qui chaque jour sont servis aux enfants dans les écoles avec des ingrédients bio, soit plus de 240 millions de repas par an. À l'image de la consommation de produits bio en Italie, c'est surtout dans les restaurants scolaires du nord du pays que la part est la plus élevée. En moyenne, c'est malgré tout très important partout, avec finalement 23% des cantines, si je peux me permettre, des cantines bio, qui déclarent utiliser au moins 70% d'actifs. Ça commence, c'est encore très développé. En Allemagne, je ne développerai pas puisque nous avons nos 2 invités. Donc en début d'après-midi, nous voyagerons en Allemagne et ce qui nous a spécialement intéressés, c'est cet engagement très fort et très distinctif dans l'Union européenne dans le domaine de la restauration universitaire, puisque le mouvement a commencé au début des années 80 et à notre connaissance, c'est le pays où c'est le plus développé. Pour ce qui nous concerne en France, vous savez bien que c'est encore très modeste. On parle toujours des Judy bio d'Aix-en-Provence, du Crous d'Aix-en-Provence. Ça perdure, mais ça fait figure d'exception. En Allemagne, les exceptions sont remarquables puisque ça va jusqu'à servir des repas 100% bio dans les restaurants universitaires. Ça dure depuis longtemps et ils sont nombreux. Donc, tout prendre connaissance de tout cela. Et nous aurons également un ambassadeur de la restauration scolaire qui nous présentera sa démarche, son histoire et ses succès. Nous allons juste rapidement évoquer la situation en Suède et au Danemark, parce que ce sont 2 pays où il y a un engagement très fort pour la restauration collective.
Donc en Suède, depuis des années, il y a des objectifs. Et bon, ils ont été un petit peu décalés dans le temps, hein, on ne va pas reprendre toute l'histoire des objectifs. Les objectifs, par définition, ils doivent être ambitieux, ils visent à être mobilisateurs. Donc dans de nombreux pays, on s'aperçoit que les objectifs ne sont pas atteints du premier coup. Et là où on peut apprécier la qualité d'une politique publique, c'est lorsque les objectifs sont maintenus malgré tout et on continue à prendre des moyens pour réussir à les atteindre. Et c'est quasiment ce qu'ils ont réussi pour ce qui concerne la Suède, puisque en 2013, en moyenne, dans toute la restauration collective publique, 23% des achats de produits étaient bio. Hein, et l'objectif était 25%. Donc c'est bon, l'objectif de 25% est dépassé dans certaines villes, comtés ou régions. Et maintenant, ce n'est plus au niveau national qu'on suit des objectifs, mais des collectivités publiques précises qui s'en donnent, allant jusqu'à 100%, 100% en 2020, 100% en 2016. Göteborg qui veut 100% de viande bio d'ici fin 2016, je pense que qui fera plaisir au président de la commission bio d'Interbel. Peut-être ça mériterait une visite là-bas, c'était spécialement fort. Voilà. Donc un mouvement très fort qui complète celui du Danemark, qui finalement a ouvert la voie, puisque dès 1997, il y a eu une première impulsion avec le Parlement danois qui a créé un fonds pour l'introduction de produits bio, puis l'impulsion des villes, qui se sont baptisées les villes vertes à partir de 2009, avec des objectifs très forts de 75% de produits bio dans toute la restauration publique, 90% à Copenhague, des objectifs qui sont atteints quasiment, donc un très fort mouvement dans ce pays. Mais là aussi, il y a un lien avec la politique de l'alimentation. Hein. Donc c'est la bio et l'intérêt pour l'éducation alimentaire et l'alimentation. Une marque a été créée en 2009 qui est importante, que vous a présentée au Salon de l'Agriculture, donc je ne développerai pas, si certains d'entre vous sont spécialement intéressés. Vous nous demandez la présentation de notre invité danois du moment. Et toujours la volonté d'aller plus loin. Donc l'ambition d'ici 2020, 60% d'ingrédients bio en moyenne dans les restaurants collectifs publics au Danemark. Donc ça montre que année après année, bilan après bilan, on consolide l'intérêt de ces politiques publiques, de ces démarches, qui sont de plus en plus des démarches citoyennes, des démarches de municipalité, et qui rencontrent qui suscitent la satisfaction des convives, des parents d'élèves et de tout le reste de la société. Alors de nombreuses autres initiatives en Autriche, Finlande, Royaume-Uni, Espagne, nous en parlerons ultérieurement. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour entendre nos invités de France ce matin. En France, donc je le disais tout à l'heure, la démarche a commencé au début des années 90 dans le Gard, avec des repas 100% bio, servis dans des collèges, et puis très vite dans certaines municipalités. Des villes se sont engagées depuis longtemps, des petites, des grandes. On a des très belles performances. On a invité dans le passé, je ne sais pas si vous en souvenez, des représentants de Strasbourg, de la communauté urbaine de Bordeaux-Mérignac, le conseil général de la Drôme. Enfin, on a déjà eu de multiples témoignages. Les témoignages de ce matin vont compléter ceux que nous avons eus précédemment et nous espérons ensemble faire un bon tour de France. Merci de votre attention. Je continue encore à dire moi. Et puis il y en a d'autres, peut-être que c'est pour faire réagir en fin d'instant, il y en a d'autres qui se positionnent, encore on est plus réjouis, c'est encore des exemples. Elisabeth, si vous m'en éliminez plus, que je ne connais pas encore toute la géographie française, mais en tout cas je connais bien Correns. C'est un très beau village en province que je vous invite à visiter, mais je crois que le monsieur le maire en parlera encore mieux que moi. Bienvenue à toi, Elisabeth. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, on a la prétention d'être le premier village bio de France. C'est pour vous faire réagir. En fait, on est passé de 97-98% de l'agriculture de notre village, qui est un village qui a 1000 habitants. C'est dans le Var, c'est près de Brignoles pour ceux qui connaissent, dans le Var intérieur. Et on est passé, ce qui est tout à fait remarquable, on est passé tous en agriculture biologique en 96-97. Donc le village est en agriculture biologique, à peu près 95-96% de la surface
est en agriculture biologique depuis cette époque. Essentiellement la vigne, des éleveurs de chèvres, des éleveurs de poulets, des maraîchers, des plantes aromatiques, des céréaliers, qui sont tous en bio, avec une caractéristique particulière qui est que la moyenne d'âge des paysans est relativement jeune. Le président de la coopérative a 35 ans, la moyenne d'âge de conservation de la coopérative a 35 ans. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est que l'impact de cette dynamique bio a eu des effets sur la petite société, c'est un village de 1000 habitants, et il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées autour de l'agriculture bio depuis 1997. À l'époque, c'était complètement iconoclaste de passer en agriculture biologique d'une manière aussi importante. On se les fait reprocher. Maintenant, les choses ont changé. On a pas mal développé depuis cette époque tout ce qui tourne autour des constructions. Et on a construit notamment des cantines en éco-construction, j'y reviendrai tout à l'heure. On a développé tout ce qui tourne autour d'énergie renouvelable, avec des plaquettes de bois, l'énergie solaire. Et le PLU et le SCOT ont été pensés dans le même cadre. Donc on a vraiment essayé de faire une démarche tout à fait complète avec, il ne faut jamais l'oublier, un travail important sur la culture, où il y a un budget de culture avec un grand projet de musique traditionnelle qui s'est développé au sein du village, et de la démocratie participative, parce qu'il y a un agenda 21 complètement indépendant de la mairie qui s'est développé, qui a eu un certain nombre de succès et qui prend un certain nombre d'initiatives intéressantes. 20 ans après, avec le Muséum national d'histoire naturelle, nous sommes en cours de faire une étude pour mesurer l'impact de la biodiversité sur l'environnement. Et il y a 8 hectares dessinés sur le territoire où les lépidoptères, donc les papillons et les orthoptères sont étudiés dans les champs, dans l'agriculture, pour voir si avec dans la région, il y a des différences significatives et un impact direct sur la biodiversité. Les premiers résultats montrent que c'est assez impressionnant, la diversité comme elle revient au bout de 20 ans. Donc voilà globalement ce qui caractérise ce village, cette petite société. Donc nous avons très tôt adhéré à l'association Citadel Bio, dont l'un des représentants est ici, parce que, comme vous avez pu le voir, ça m'a toujours frappé, c'est que en Italie, les politiques publiques, et notamment les cantines, les collectivités territoriales qui sont réunies au sein de cette association Citadel Bio, ont créé la demande avec les cantines bio, et automatiquement derrière, il y a eu une dynamique économique qui s'est faite. Et on pourrait espérer que le même mouvement soit suivi en France, parce que c'est vraiment une bonne approche, à mon avis, de faire les choses. Alors, pour parler de la cantine, bon, on a construit ce bâtiment en éco-construction avec une cantine. Alors, il y a plusieurs éléments. Bon, on n'est pas 100% en cantine bio parce qu'on a des problèmes d'approvisionnement. On a beaucoup développé des repas végétariens, parce que, bon, 3, 4 fois, 5 fois par mois, ce qui au début posait d'énormes problèmes. Alors, ce dont je parle, c'est bien entendu une cantine dans un milieu rural, dans un village rural de 1000 habitants. Ce n'est absolument pas comparable à des centres universitaires, des grosses cantines de ville, etc. Donc chaque chose a sa place. Je n'ai absolument pas la prétention de répondre à d'autres problématiques que de cantines bio en milieu rural d'un village de 1000 habitants. Mais vous savez qu'en France, 36 000 habitants, 1000 habitants fait partie des tiers des plus grosses communes de France. Donc pour vous dire qu'on a un vrai problème de structure de village, et que 1000 habitants, il y en a beaucoup, il y a au moins 25 000 villages qui ont ces problèmes à résoudre de cantines bio, de cantines et de cantines bio. Donc nous avons à peu près 60 à 80% de repas bio, d'ingrédients dans les repas bio, beaucoup de repas végétariens, je vous le disais tout à l'heure, et on a l'agenda 21, il y a un certain nombre de gens qui ont collecté les vieilles recettes de cuisine du village. Il y a un livre qui va être édité dans les jours qui viennent. C'est une vieille recette avec l'idée de savoir pourquoi on mangeait tel produit à telle époque, pourquoi on mangeait le pois chiche à telle époque, pourquoi on mangeait la viande de mouton à telle époque, etc. Un travail est fait entre la cantine et l'école pour que à l'école, en même temps que le travail sur le produit est fait, il y a un travail qui est d'étude à l'école, le pois chiche, la chemination, la culture, etc. Et les personnes qui ont rédigé ce bouquin
viennent manger le dernier vendredi de chaque mois avec les enfants. Le chef cuistot prépare ce type de repas et les personnes racontent aux enfants pourquoi on mange ça, à telle période, etc. Donc il y a un lien entre la culture, le local, l'école, etc. Mais le travail sur lequel on a le plus travaillé, parce que en tant qu'homme, je trouve la situation complètement insupportable, le gaspillage qu'il y a dans nos cantines en France, quand on imagine, quand on voit les statistiques nationales entre 25 et 35%, je pense que chacun d'entre nous, en tant qu'homme, on doit être scandalisé lorsqu'on voit ce qui se passe à travers le monde. Et nous, à Correns, on a une particularité, c'est qu'on a un lien très fort avec un village à Goma, dans la République démocratique du Congo. Les vignerons de Correns vendent chaque année des barriques aux enchères pour mettre du vin en bouteille à des entreprises. Et le résultat de ça va pour le développement d'une école d'agriculture biologique au Congo. Ça peut sembler surréaliste, mais dans ces régions-là, la pollution phytosanitaire dépasse l'imagination. Il y a des produits qui sont interdits en Europe depuis très très longtemps, qui sont produits là-bas. Et à notre petite échelle, les vignerons ont essayé de monter un pont solidaire entre notre nord et le sud, et notamment en travaillant avec sur base de type d'alimentation. Mais pour revenir sur le gaspillage, c'est vraiment pour moi un vrai scandale humain, jeter 25-30%. Donc on a fait un très gros travail avec l'école, le chef cuistot et les personnes qui servent. Et aujourd'hui, on pèse tous les jours ce qui rentre et ce qui sort de la cuisine. Tous les jours, j'ai une courbe. Toutes les semaines sur mon bureau à la mairie pour savoir combien on jette. On est à moins de 5%. Et on se bat pour ça, parce qu'on parlait tout à l'heure, la directrice parlait du gaspillage, du coût de l'alimentation. Mais déjà, si on dépense 20% de moins de produits, eh bien, on n'a pas tout réglé les problèmes. On a réglé une partie des problèmes quand même. Et que je pense que vraiment, c'est une voie, et puis c'est une voie en cohérence avec le développement durable, c'est une voie fondamentale, et donc sur lequel moi j'accorde beaucoup d'importance dans la démarche globale que nous avons. Donc nous suivons le coût, c'est clair qu'il y a un coût plus important, parce que dans le sud de la France, qui est un pays un peu plus difficile en tout ce qui concerne l'alimentation carnée en bio, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'élevage dans notre coin, c'est clair qu'on a des coûts d'approche qui sont élevés. Donc, et la réflexion d'implantation par les collectivités territoriales, notamment les communautés de communes, de jeunes agriculteurs maraîchers pour développer l'agriculture, le maraîchage bio, ou d'autres exemples comme il y a eu à Montsartou, où carrément en régie municipale, il a développé, le maire de Montsartou, a développé du développement du maraîchage bio pour ces cantines. Je crois qu'on a un vrai problème d'appro en France, en tout cas de répartition de l'appro, de la distribution de l'appro en cantine bio. Et c'est vrai que les journées aujourd'hui vont nous permettre d'avoir des nouvelles voies, des nouvelles réflexions. Et moi, je remercie beaucoup le président et la directrice de l'agence bio de nous obliger, par un travail d'intelligence collective, à imaginer ce que pourront être la nourriture de nos enfants. Parce que je considère que l'avenir se fait dans nos assiettes et la manière dont nous éduquons nos enfants à manger. Voilà, je vous remercie. Je suis effectivement maire d'une petite commune de 612 habitants, 710 vaches, ce qui fait que notre bilan méthane n'est pas très bon. Contrairement à mon collègue, nous ne sommes pas dans un secteur très favorable puisque c'est dans cette région de Bretagne qu'est née en particulier l'agriculture intensive. Et le président de la FNSEA de l'époque avait d'ailleurs une partie de ses terres sur notre commune. Donc travailler sur une cantine 100% bio, c'était pour des raisons très claires, hein. C'était des raisons de soutenir une agriculture qui ne pollue pas les sols et qui ne pollue pas l'eau,
Donc sujet très important pour la région Bretagne. Et deuxièmement, c'était la garantie que dans l'assiette des enfants, nous ne prenions aucun risque de trouver à aucun moment des pesticides, insecticides ou autre chose dont on soupçonne quand même l'effet néfaste sur la santé, notamment des petits, notamment de ceux qui sont dans l'école maternelle. Donc, décision politique de passer à 100% bio donc, en 2004. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont revenus des vacances de Noël, le 5 janvier, ont mangé 100% bio. Ça veut dire que tous les produits depuis 2004 qui sont servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique. Alors comment avons-nous procédé? C'est-à-dire, d'abord il a fallu prendre la décision politique, et cette décision politique était relativement facile, puisque la commune s'était lancée depuis 2001 dans un programme assez environnemental. Nous produisons aujourd'hui 125% de notre électricité par panneaux photovoltaïques. Nous avons des logements sociaux très écologiques qui consomment pratiquement pas d'énergie. Nous avons un territoire zéro phyto. Nous avons quasiment plus d'énergie fossile, puisque nous avons une filière bois-énergie pour chauffer l'ensemble des bâtiments communaux. Il y a juste que le tracteur communal qui est encore un peu au fioul, et on attend avec impatience qu'il tombe en panne, mais c'est insolite, c'est un John Deere, donc c'est vous dire, ça tient le coup. Donc on avait donc une politique un petit peu affirmée au niveau, en tout cas des électeurs, donc qui nous permettait de prendre cette initiative. Alors nous avons tâtonné, puisque comment s'y prendre? D'abord, premier problème que nous avons rencontré, c'est l'approvisionnement. Et ça a été facilité par la création, quasiment dans le même temps, pratiquement en parallèle, du GIE Manger Bio 35, qui regroupait l'ensemble des agriculteurs du secteur, enfin du département, et qui se proposait, par militantisme, pour promouvoir l'agriculture, enfin les produits bio dans les cantines, dans les restaurations collectives, qui se proposait d'organiser pour nous la fourniture donc, des matières premières. Donc tout ce qui est aujourd'hui frais, c'est-à-dire légumes, viande, etc., sont issus du territoire, donc des agriculteurs bio, et tout ce qui est le produit sec ou que nous n'avons pas, l'huile d'olive, le sel, etc., les pâtes, le riz, tout ça nous est fourni par la coopérative d'achat des Biocop qui donc draine l'ensemble de la Bretagne. Donc cette question était essentielle, parce que comment mettre du bio si nous n'arrivons pas à nous approvisionner de façon certaine, c'est-à-dire tous les jours pour les enfants. Donc ça c'est un élément qui a été vraiment déclencheur. Je pense que nous ne serions pas arrivés si nous n'avions pas eu cette logistique d'organisation des agriculteurs. La deuxième chose, deuxième souci, ça a été le souci financier, c'est-à-dire allions-nous avoir un surplus. Le conseil municipal à l'époque avait voté une inscription budgétaire importante, pensant que nous allions avoir des coûts importants du fait de la bio. Et en organisant les menus, nous nous sommes aperçus que non seulement nous n'étions pas plus chers, mais que nous étions moins chers. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans, nous étions à 5,41 € le prix du repas tout payé, c'est-à-dire énergie, prix du personnel et matières premières alimentaires. Et 11 ans après, nous sommes à 5,41 €. Ce qui veut dire que de 5,31 € à 5,41 €, avec l'inflation, on peut donc imaginer que ça a été non seulement un tassement des prix, mais une diminution des prix. Alors comment avons-nous eu cette bonne surprise? D'abord, une intuition qui a été de dire, puisque nous devons travailler en fonction des saisons, ce sont les agriculteurs qui vont faire les menus. C'est-à-dire que nous avons quelqu'un à l'intérieur du GIE Manger Bio 35 qui est capable de nous dire voilà ce dont je dispose pour la semaine prochaine par exemple, j'ai tant de produits de telle nature, etc. Est-ce que vous pouvez faire les menus en fonction de ça? Et nous prenons donc cette base, et évidemment que nous mettons au regard des nécessités liées à l'équilibre alimentaire des enfants. Et donc les menus sont faits comme ça en fonction des saisons, et en fonction donc d'un approvisionnement qui est pour le coup important à cette période-là. Cela nous a permis de faire des coûts extrêmement importants, puisque nous mangeons des tomates quand il y a des tomates, nous mangeons des concombres quand il y a des concombres, etc., etc. Mais aussi le fait que quand les poulets, par exemple, arrivent à maturité, l'agriculteur sait qu'il va pouvoir les proposer à la cantine,
et que ça sera inscrit au menu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment que nous avons découvert par intuition, hein, par tâtonnement, voilà, en cherchant, et ça a été un élément important. Deuxième élément qui nous a vraiment beaucoup apporté, c'est de nous apercevoir que nous achetions, très exactement, ça rejoint ce que disait mon collègue sur le gaspillage, nous achetions strictement la quantité dont les enfants avaient besoin. Le pain bio, par exemple, est plus consistant, plus nourrissant. Nous sommes aperçus aussi que le rôti de veau conventionnel, qu'on avait dans le temps, il fondait dans le four. C'est-à-dire que nous avions en fait acheté de l'eau et des conservateurs. Là, le rôti de veau bio ne fond pas, ou beaucoup moins, en tout cas à la cuisson. Donc quantités qui sont maîtrisées et strictement achetées en fonction des besoins des enfants. Donc ça, c'est un élément qui nous a aussi beaucoup aidé sur le plan de la diminution des coûts. Évidemment, on achète ce qui est nécessaire. L'autre aspect, ça a été une intervention d'une diététicienne qui nous a indiqué que, bon, peut-être que nous avions dans nos menus trop de protéines animales, et que nous pourrions un peu transférer vers des protéines végétales. Ce que nous avons fait, et donc nous avons basculé à peu près 25% des repas vers des protéines végétales, ce qui nous a permis, là aussi, de réduire les coûts, puisque les protéines végétales sont moins chères, vous le savez, que les protéines animales. Donc, des éléments donc, de réussite économique, je dirais, qui ont été inventés en faisant. L'autre aspect, c'est que nous avons eu des soucis, si vous voulez, à régler avec le personnel communal. Et quand vous dites à une employée communale qui est là depuis 20 ans, 21 ans, vous lui dites, dorénavant, nous allons cuisiner, vous allez cuisiner différemment, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire, vous lui signifiez quelque part, symboliquement, comme dirait Pierre Bourdieu, violence symbolique, que depuis 20 ans, elle cuisine mal ou elle fait mal pour les enfants. Donc, ça a été une difficulté. Il a fallu s'y prendre de façon stratégique, humaniste, je dirais, pour réussir à la convaincre de s'embarquer avec nous dans cette aventure. Alors, on a eu une intuition aussi, c'est qu'on a essayé de voir, en fonction des saisons, etc., si on ne pouvait pas partir de ce qu'elle aimait, elle, faire aux enfants. Ce qu'elle aimait faire, comment elle faisait plaisir aux enfants. Par exemple, elle était une spécialiste du rôti de porc au pruneau. Donc, on a fait du rôti de porc bio au pruneau bio. Vous voyez, il n'y a pas de quoi en faire un plan. Donc, voilà. Donc ça, c'était un élément extrêmement important de réussite. L'autre élément de réussite, c'est que, malheureusement, si vous voulez, dans une cantine, il y a des enfants. Et ça, c'est... Et notamment des leaders négatifs, c'est-à-dire des enfants qui sont capables, en ayant les menus, simplement parce que ça change, d'emporter par leur autorité naturelle, d'emporter l'ensemble de la table, ou de la tablée, pour dire ouais, c'est pas bon, c'est nul, etc. Donc ceux-là, il a fallu les pendre. Donc on les a pendus, mais on a eu une directive européenne qui nous a dit que c'était interdit de pendre les enfants. Donc nous avons essayé de travailler autrement, avec de la pédagogie, et notamment de travailler sur une relation entre le produit tel qu'il est dans l'assiette et le produit tel qu'il est cultivé. Donc nous avons engagé avec les enfants un programme assez ambitieux de jardin potager bio, qui ne produit pas grand-chose, hein, mais enfin il produit de la nourriture, et il est en tout cas un élément pédagogique très fort et d'explication. Donc les enfants se sont embarqués là-dessus très fortement. Le dernier aspect qui a été un élément peut-être de succès, enfin disons d'éléments positifs, ça a été la question de la capacité à refuser, la capacité du conseil municipal de refuser toute démocratie participative. La démocratie participative est un élément qui tue des initiatives comme celle-là. Pourquoi ? Parce que quand vous réunissez les gens, les parents, les habitants, etc., vous leur demandez une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Jamais on n'aurait eu 100% bio. On aurait eu, on va faire un peu de bio, on va faire des essais, on va faire un plat, on va faire une semaine du bio, etc., etc. Et parce que la bio est envahie d'un tas de présupposés, ça sera pas bon, ça sera du végétarien, ça sera babacool, ça sera mystique, etc. Il y a tout un tas de choses, de méfiance, si vous voulez, en tout cas à l'époque,
qui fait que si on avait demandé l'avis aux gens, eh ben, on n'aurait pas fait la cantine 100% bio. Donc nous sommes partis beaucoup plus dans une démarche, je dirais, implicative, ce qu'on a appelé après une démocratie, qu'on a théorisé sous le terme de démocratie implicative, c'est de dire aux gens, voilà, il y a un objectif, la cantine sera 100% bio ou ne sera pas. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, à apporter? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Quelles compétences vous voulez mettre en place pour arriver à cet objectif? Et là, l'intelligence des gens, l'ingénierie des gens, leur savoir-faire, leur volonté d'y arriver, fait que nous y arrivons. Et nous sommes arrivés, si vous voulez, aujourd'hui, à faire que, dans la commune, un tas de gens, des parents d'élèves, des élus, etc., sont vraiment concernés par cette initiative, sont capables de la promouvoir, sont capables de vraiment la défendre. Ils sont concernés. Et je crois que c'est toute la différence entre la démocratie participative, la démocratie implicative, sur laquelle je souhaite, et il faudrait que nous arrivions à concerner un peu plus les gens. Pour faire une métaphore, si vous voulez, pour finir, je dirais que, pour expliquer un peu ce que je veux dire, c'est que la métaphore de l'omelette au lardon, dans l'omelette au lardon, si vous voulez, la poule, elle est impliquée, le cochon, lui, il est concerné. C'est ça que nous devrons arriver à faire. Merci Monsieur le maire pour votre témoignage avec plein d'humour, et en tout cas il est très prenant parce qu'on sent que vous êtes là. Donc notre restauration scolaire, nos cantines. Donc à la ville nous avons 45 cantines pour 88 écoles, donc quasiment une cantine pour 2 écoles. Dans nos écoles publiques nous avons 12 000 enfants, près de 12 000 enfants qui sont inscrits. Et vous voyez que la majorité d'entre eux, c'est-à-dire 10 000, sont inscrits à la restauration scolaire. Donc c'est très important. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que, et c'est une spécificité pour nous, c'est qu'en moyenne, chaque jour, nous avons, entre guillemets, seulement 3 000 repas quotidiens. Donc c'est une caractéristique qui s'explique par le fait que voilà, on a une partie des parents qui ont la possibilité de faire déjeuner leurs enfants à midi, mais c'est quand même à garder en tête quand on rapporte par exemple à la taille de la ville ou au nombre d'inscrits, et on s'aperçoit régulièrement en comparant avec d'autres villes avec qui on est en contact qu'on a voilà, une restauration qui pour le coup a une fréquentation assez limitée. Nous sommes en gestion déléguée, en délégation de service public, avec un principe de liaison froide, c'est-à-dire que nos repas sont confectionnés par le délégataire et livrés sur les cantines. Donc c'est nos agents qui les réchauffent, qui servent les enfants et qui assurent la surveillance. Au niveau des repas, nous avons 5 composantes. Et surtout, donc voilà, ils sont 100% bio depuis le 1er janvier 2014. Et pour la moitié d'entre eux, quasiment, ce sont des produits bio et locaux. Donc on va détailler un petit peu la démarche. Donc cette démarche, elle a commencé en 2009. La ville a profité du renouvellement de sa délégation de service public pour introduire des produits bio, mais avec vraiment une approche résolument développement durable. Donc ça commence par un approvisionnement qui est le plus local possible. Quand on dit local, nous on considère donc en fait c'est le département de la Loire, les départements limitrophes et quelques départements voisins. Donc ça c'est vraiment figé on va dire dans le contrat. On n'a rien chiffré, hein, c'est on va dire le plus possible, mais il y a vraiment une volonté que ça soit quand même des produits locaux qui soient servis. Au niveau du fonctionnement de la cuisine centrale, tout son fonctionnement est en fait régi par des principes de développement durable. C'est-à-dire qu'on a demandé aux délégataires de fonctionner avec des produits écolabellisés, du papier recyclé. Il y a une vigilance particulière aussi sur les normes auxquelles répondent les camions de livraison. Le délégataire également trie ses déchets, hein, ils sont collectés et ils sont compostés par un centre de formation qui est proche de la cuisine centrale. Et puis c'est là que l'objectif est double. Il y a non seulement un objectif de développement durable, mais aussi de santé, de préserver la santé des enfants, avec un cahier des charges qui est assez strict, où on privilégie vraiment la saisonnalité des produits, mais aussi tout ce qui est...
tout ce qui est additifs chimiques, colorants artificiels, OGM, tout ça c'est proscrit. On demande moins de préparation issue de l'industrie agroalimentaire et plus de fruits et légumes. Donc il y a une vraie volonté en dehors du bio, parce que vous voyez, donc on est à 100% bio, mais c'est un tout, avec vraiment le souci de privilégier la santé des enfants. On a aussi quelques actions contre le gaspillage alimentaire, mais on est quand même beaucoup moins avancé que les autres communes qui ont présenté leur démarche. On a dernièrement mis en place une action 1er janvier 2015 par rapport à la réservation des parents. En fait, on s'est aperçu que les parents réservaient leur repas en dehors du délai, qui est chez nous de 2 jours ouvrés. Et du coup, notre délégataire était aussi amené à faire des estimations souvent hautes, pour pouvoir pallier à la demande. Donc du coup, on se retrouvait avec un gaspillage important. Donc on a mis en place des mesures assez strictes, assez fortes par rapport à ça, justement pour limiter ces repas qui n'étaient au final pas consommés, pas servis. Et on a le projet de continuer toute la chaîne, effectivement, de ce travail de pesage, de remonter un petit peu toute la chaîne, mais on a pour le coup encore du travail sur ce domaine-là. Alors concernant la démarche du bio, donc dans le cahier des charges, tout était indiqué, on va dire, c'est-à-dire que dès la première année, il était demandé 50% de produits bio, avec une montée en puissance progressive, c'est-à-dire 10% chaque année supplémentaire, de manière, on va dire, quasi automatique, avec un passage un peu plus important de 2013 à 2014, où on était à 2013 à 80% en 2013, avant de passer au 100% bio au 1er janvier 2014, avec des différences par rapport aux produits sur toute cette période, c'est-à-dire que des produits étaient 100% bio dès la première année, c'est le cas du pain, qui était également local, mais on avait aussi d'autres aliments pour lesquels ils n'étaient pas soumis à l'obligation bio, en tout cas avant 2014, mais la ville demandait des labels, c'est-à-dire que par exemple pour la viande, si elle n'était pas bio avant 2014, on demandait un label rouge ou CQC pour la volaille. Donc voilà, on avait ce système-là tracé dès le début dans le cahier des charges avec un plan de montée en charge. Alors, du coup, pour arriver à ça, l'idée c'est qu'effectivement c'est assez ambitieux, mais on a introduit quand même une certaine souplesse, on s'est adapté aussi un peu au contexte. C'est-à-dire que comment est comptabilisé le bio chez nous, on fonctionne par composante, il est apprécié par composante, c'est-à-dire qu'on a un repas à 5 composantes. Pour le coup, c'est très facile sur l'année de déterminer donc, sur le total de composantes servies, qu'on soit bien au seuil qu'on s'est fixé. Donc ça, c'était le but, c'était de donner plus de souplesse, plus de latitude aux prestataires pour qu'ils puissent s'organiser avec du coup des variations. C'est-à-dire que certains menus avaient par exemple 3 composantes bio, d'autres avaient 5 composantes bio, mais voilà, en fonction de la saison, de l'avancée dans l'année, le délégataire avait cette possibilité de le gérer, étant entendu que la ville regarderait très attentivement le bilan annuel, on va dire. Par rapport au menu, donc ils ont été très anticipés. C'est un fonctionnement, habituel de vraiment anticiper les menus. Dernièrement, notre délégataire met en place aussi des réunions de planification avec certaines plateformes de producteurs, de façon à ce que les producteurs puissent anticiper dans leur plantation la demande, le besoin de la ville. Donc ça, c'est aussi des choses qui fonctionnent bien et qui nous permettent aussi d'avancer sur l'autre critère, qui est le local. Comment on est arrivé aussi à ces seuils-là, c'est-à-dire en excluant, donc je l'ai dit tout à l'heure, certains produits bio avant 2014, et surtout, donc on le dit très clairement, quand on dit 100% de produits bio, on précise bien que c'est 100% des produits disponibles sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on a des difficultés avec le poisson, pour qu'il soit sans arête, qu'il soit bio. Là pour le coup, c'est un produit qui nous pose encore souci, et il y a, en dehors du poisson, quelques références comme ça. J'ai en tête
Par exemple, les galettes des rois en début d'année pour les enfants, donc cette année elles étaient bio, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu à la marge, mais qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Donc, pour le mineur, et quand même, on le dit très clairement. Par rapport à ce cahier des charges, on a aussi ajouté quelque chose dernièrement, donc, qui est l'introduction de produits végétariens, de menus végétariens. Donc là, c'est une alternative qui est proposée aux parents qui le souhaitent pour leur enfant. L'idée, c'est que pour le coup, ils sont végétariens et bio. Donc voilà, on poursuit en fait la démarche avec une offre supplémentaire, toujours aussi dans l'éducation au goût, hein, puisque par rapport au bio, notamment, nos agents ont été formés pour avoir un minimum d'outils pour expliquer ce qui est servi. Hein. Les enfants mangent 100% bio tous les jours, mais ils ne savent pas forcément qu'est-ce que le bio, quel est l'intérêt. Voilà, on va avoir des réactions un petit peu de recul sur certains produits, par exemple des fruits bio, par exemple une pomme qui va être un peu moins jolie. Et les enfants sont très sensibles à ça, donc pour le coup, il faut accompagner, expliquer aux enfants que ce produit est très sain, qu'il est bon pour la santé, qu'il n'y a pas de produits chimiques, etc. Donc tout ça, on a commencé à le faire et on l'a poursuivi avec ces menus végétariens. Alors en ce qui concerne les modalités d'achat, pour le coup, elle relève de la compétence du délégataire. C'est à lui que revient l'approvisionnement, la charge de l'approvisionnement. Pour le coup, la ville avec ce cahier des charges que je vous ai décrit, a cumulé, on va dire, un certain nombre de contraintes avec du bio. Maintenant, tous les produits doivent être bio. Du local le plus possible. On a vu qu'on était à 46% en 2014 et on arrive, malgré cette augmentation mécanique, on va dire, avec la montée en charge du bio, à aussi progresser sur le local. Des fruits et légumes de saison. Donc pour le coup, c'est des contraintes qui se cumulent et qui sont clairement une difficulté pour notre prestataire au fur et à mesure qu'on a avancé dans la démarche. Donc voilà, ça rend l'approvisionnement plus complexe. On a aussi une autre limite, mais sur laquelle on est en train de travailler, c'est justement la fréquence, c'est-à-dire notre délégataire est dans les clous, mais on va dire que les plats reviennent un petit peu plus souvent dernièrement depuis qu'on est passé au 100% bio. Donc ça, c'est vraiment une marge de progression qu'on doit avoir. On sait aussi qu'on continue de progresser, de fonctionner par des plateformes. C'est un peu indispensable puisque les producteurs et fortiori locaux n'ont pas forcément la capacité à répondre comme ça pour des quantités de ce type. Donc il y a vraiment ce travail-là avec les plateformes, une démarche un peu partenariale, et puis aussi un référencement permanent de nouveaux producteurs, de nouvelles conversions qui peuvent répondre, ou en tout cas pour partie, à la demande de la ville. Donc ce travail-là continue encore aujourd'hui. Alors, pour résumer, on va dire que ce choix de la ville, il reflète plusieurs objectifs, plusieurs volontés, c'est-à-dire de disposer d'une restauration, on va dire, de qualité pour préserver la santé des enfants. Donc ça, c'était vraiment un objectif fort au moment du lancement. D'encourager aussi les conversions des agriculteurs vers l'agriculture biologique, donc en s'engageant sur la durée. On a une délégation de service public qui a été signée pour 7 ans, qui se termine l'année prochaine, mais voilà, ça c'est vraiment pour le coup incitatif, on le sait parce qu'on a des retours de producteurs, et aussi sur des volumes importants, puisqu'on a quand même, je disais tout à l'heure, on n'a que 3000 repas, mais c'est quand même assez important pour certains producteurs. Voilà, et la démarche aussi de soutenir bien sûr les producteurs locaux et de vraiment continuer cette approche, on va dire, cohérente, que l'augmentation, le passage au 100% bio se fasse pas au détriment du local. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir ces trois axes qui cohabitaient et qui allaient dans le même sens. Voilà. Donc, je m'appelle Nicolas Madé, je suis responsable de la cuisine centrale de Bègle. Donc Bègle, une ville située donc en Gironde, population supérieure à 25 000 habitants, ça résonne un peu. Donc qui est intégrée à la communauté urbaine nouvellement appelée Bordeaux Métropole. Alors,
La cuisine centrale de Bègles fonctionne en liaison chaude et en régie, donc un service municipal. Nous desservons nos repas dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville, et puis aussi dans quelques restaurants pour personnes âgées, et évidemment au restaurant du personnel municipal. Nous fabriquons 2200 repas par jour en période scolaire, ce qui représente par an 340 000 repas. Et sur ces 2200 repas, 1950 repas sont donc destinés aux enfants, et 2200 élèves sont inscrits, sont scolarisés à Bègles, soit un taux de fréquentation d'environ 88%, ce qui est assez important au regard des communes voisines de Bègles. Donc pour fabriquer ces repas, nous employons 20 personnes, dont une diététicienne qui intervient une fois par semaine pour valider, concevoir les menus et les valider et s'inscrire dans le cadre des recommandations nutritionnelles. On parlait de coût tout à l'heure, le coût d'un repas, si on se tient strictement au coût denrée, le coût denrée moyen de 2,13 €. Le coût de revient global d'un repas de 7,57 €, donc là on inclut le service. J'aurais pu inclure le coût du repas livré, c'est-à-dire aux portes du restaurant scolaire, qui est de 4,87 €. Donc c'est plutôt compétitif. Et effectivement, la restauration, la ville de Bègles est la première ville d'Aquitaine qui a été labellisée par l'Art Bio à Aquitaine en 2012, donc territoire bio engagé, pour avoir atteint les objectifs du Grenelle de l'environnement, donc les 20% de bio. Et c'est à ce moment que je passe la parole donc à Antoine Vergier, qui représente l'Art Bio aujourd'hui et qui va vous présenter le label Territoire Bio Engagé. Là, il ne marche pas. Je vais parler fort, vous m'entendez tous? Et sinon, comme ça marche? Oui, ça marche. Ah voilà, ça va fonctionner. Donc du coup, comme disait Nicolas Madé, donc directeur de la cuisine centrale de Bègles, on a donc Art Bio Aquitaine, c'est l'association interprofessionnelle bio de la région Aquitaine. Et donc en 2012, fin des objectifs du Grenelle de l'environnement, on a décidé pour nos 10 ans de créer le label Territoire Bio Engagé, qui est le premier label en France qui récompense les collectivités qui ont atteint les objectifs du Grenelle de l'environnement à l'époque, qui ont été maintenant réaffirmés dans le plan Ambition Bio 2017. Donc ce label Territoire Bio Engagé, c'est les fameux objectifs bio du Grenelle, qui étaient donc soit 6% de surface agricole en bio sur le territoire, que ce soit une commune, une communauté de communes, un département, une région, et 20% d'approvisionnement bio dans les services de restauration. Voilà, donc du coup, les 6% de surface agricole sur le territoire vont être évalués à 8,5 avec les nouveaux objectifs du plan Ambition Bio 2017. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire un focus sur les collectivités engagées exemplaires sur le territoire pour les promouvoir et montrer aux autres collectivités que les objectifs sont atteignables et qu'on est nombreux sur le territoire, mais maintenant aussi à l'échelle nationale, à avoir un produit de manière significative, soit des approvisionnements bio dans les services de restauration, soit développer une surface agricole conséquente sur le territoire en bio. Et donc concernant les établissements scolaires, lycées, collèges et cuisine centrale intercommunale, on avait réalisé une déclinaison de ce label sous établissements bio engagés pour récompenser les établissements indépendants qui ont atteint les objectifs. Donc c'est principalement des lycées et des collèges. Comment fonctionne la labellisation? Rapidement, donc du coup c'est un jury composé des différents parties prenantes de la labellisation, donc c'est-à-dire des administrateurs d'art bio, un représentant des maires, des gestionnaires de cuisine centrale, un représentant de la région Aquitaine, donc en l'occurrence c'est l'élu, la conseillère régionale en charge de l'agriculture biologique, et un représentant de la DRAF Aquitaine. Et donc suite à la demande de labellisation, les jurys examinent et si les objectifs sont atteints, ensuite il y a une labellisation qui est effectuée sur les sites des collectivités. Donc avec une remise il n'y a pas de petit curseur, une remise d'un label, donc qui est la charte en vert en haut à droite, de différents outils de communication à diffuser au sein de la collectivité, et plus récemment de panneaux d'entrée de ville qui permettent aux personnes qui rentrent sur le territoire
d'être immédiatement au courant qu'ici, ils sont dans un territoire bio engagé. Voilà, et donc ça permet de renforcer l'impact de ce coup de projecteur sur les villes exemplaires à l'ensemble des citoyens et des personnes rentrant sur le territoire. Voilà, et donc du coup, ce label aujourd'hui, on souhaite le diffuser donc, plus largement en France. Donc il a été retenu comme mesure exemplaire dans le cadre du plan Ambition Bio 2017. Aujourd'hui en Aquitaine, il y a une cinquantaine de collectivités et d'établissements qui sont labellisés. L'objectif, c'est de doubler le nombre de collectivités labellisées pour atteindre 100 territoires bio engagés en 2017. Et donc, deuxième objectif, c'est d'étendre ce label aux autres régions qui souhaitent s'en emparer au niveau national. Pour l'instant, Midi-Pyrénées, qui est un de nos partenaires historiques, a pris le label également et du coup maintenant le diffuse sur son territoire. Et donc voilà une petite carte pour finir des territoires bio engagés en Aquitaine et en Midi-Pyrénées. On a fait une seule grande carte qui ne correspond pas à la nouvelle région, mais qui correspond à notre région historique, on va dire, de partenariat entre Arbio Aquitaine et Interbio Midi-Pyrénées, avec donc les 4 typologies. Donc en vert, ceux qui sont territoires bio engagés pour la surface agricole. Donc là, voilà, on a uniquement ceux qui sont sur la surface agricole qui est le plus présent. Et on peut notamment noter le conseil général, enfin départemental maintenant de la Gironde, donc, qui est le premier conseil départemental à avoir été labellisé au niveau national. En bleu, donc c'est les territoires bio engagés pour la restauration collective. Donc on note qu'il y en a beaucoup qui sont sur le territoire, on va dire, de la Gironde et plus particulièrement de Bordeaux Métropole. Et ensuite en Dordogne et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et enfin, donc, les très bons élèves qui sont un peu plus rares, ceux qui sont doubles, à la fois sur la restauration collective et la surface agricole. Voilà. Et enfin, pour finir, les établissements bio-engagés. Donc là, c'est principalement des lycées et des collèges qui ont atteint individuellement les objectifs et dont l'objectif est de diffuser maintenant aux autres collèges et lycées du territoire. Voilà pour présenter rapidement le label. Et si vous avez des questions, je suis disponible après. Donc, pour continuer ma présentation et finir avec le contexte de la restauration collective à Bègles, nous sommes aussi membres fondateurs du Club des territoires 1+ bio. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'association 1+ bio. Dont Stéphane Béra est le président. Je vous invite à aller sur leur site internet, il y a des choses très intéressantes. Pour rentrer un peu plus dans les démarches de notre collectivité, donc en 2014, nous approvisionnions à hauteur de 22,5% en produits bio. Vendredi dernier, nous avons atteint 32%. Donc nous sommes en progression. C'est une démarche qui s'inscrit dans une démarche de qualité alimentaire qui a été entamée en 2001. Et depuis 2009, on est monté en puissance. Et on a dépassé donc les objectifs du Grenelle en 2011. La démarche des approvisionnements se fait de sorte qu'ils soient les plus locaux et les plus proches possibles. La Gironde n'est pas un département ultra maraîcher, on est plutôt spécialisé dans la vigne, je crois. Et donc voilà, plus on est proche de Bordeaux, mieux c'est, plus c'est valorisé. C'est de cette façon-là, donc on est plutôt dans un approvisionnement régional. On prend un cercle d'environ 250 km de rayon et on s'approvisionne dans cette surface. La particularité de notre cuisine centrale est de mettre en œuvre des produits, des ingrédients, des denrées alimentaires qui soient les plus bruts possibles. Nous faisons appel le moins que nous pouvons à des produits élaborés par l'industrie agroalimentaire. Et donc on continue à proposer des repas traditionnels, des bœufs bourguignons, des pot-au-feu, des plats plus régionaux, achoa et compagnie. Voilà, donc on cuisine vraiment l'aliment et on le reçoit de la manière la plus brute possible. Arbio nous accompagne aussi et la ville de Bègles s'est engagée via une charte pour développer une alimentation bio, locale et de qualité en Aquitaine, dont je vais vous en parler juste après. Et la démarche qui est entamée à la rentrée 2014
a été aussi de proposer à nos convives de consommer moins de viande et de développer des repas alternatifs, c'est-à-dire que tous les jours, nous proposons donc le menu dit conventionnel avec une protéine carnée et en parallèle aux enfants ou aux convives qui le souhaitent d'accéder, de substituer donc cette viande avec un repas alternatif, donc plutôt végétarien, protéines végétales ou œufs ou produits laitiers. Donc ça a démarré en septembre 2014, je vous en parlerai juste après aussi. Et la dernière démarche que je suis, c'est évidemment de réduire le gaspillage alimentaire, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous jetions entre 25 et 30% de ce que nous produisions. Nous avons réussi d'ores et déjà à diminuer cette quantité de produits jetés de 10%, mais il y a encore des efforts à faire, et l'aboutissement de cette démarche, donc, qui passera par le tri des biodéchets dans les écoles, sera donc de les valoriser sous la forme d'un amendement végétal, en tout cas un compost séché. On réfléchit encore à la question. Donc si je reviens sur la charte d'engagement des collectivités locales, donc, que nous avons signée avec l'Arbio l'année dernière, actuellement, nous sommes, en 2014, nous étions à 22,5%. L'objectif que la ville de Bègles se fixe, et j'en profite pour vous présenter le maire de Bègles, qui est à gauche, donc Noël Mamère. 50% des approvisionnements de la cuisine centrale en 2017, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et en 2020, 90%. Donc, fin du mandat de monsieur le maire, nous souhaitons atteindre 90% de nos approvisionnements. Ensuite, pour finir, nous avons entamé cette démarche de proposition de repas alternatifs. Nous souhaitons la pérenniser et la développer encore plus. Donc d'abord, ça a été mis en place pour des enjeux de développement durable, de gestion des ressources, consommer moins de viande, c'est faire en sorte que la viande ne soit plus l'élément central du repas. Proposer une variété des menus, donc moins centré sur la consommation de viande, avec des céréales et des légumineuses. Dans tous les cas bio, car on va se fournir avec des céréales, des légumineuses plus complètes, donc avec des quantités si on les prenait conventionnelles, probablement plus riches en pesticides et autres produits phytosanitaires. Donc nous approvisionnons en céréales et légumineuses bio. Et puis enfin, ça permet aussi à nos convives d'accéder, d'avoir le choix tous les jours de pouvoir consommer moins de viande, voilà, ou de choisir ce qu'ils souhaitent consommer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'expérience de la ville de Bègles. Pas oublier toutes les régions de France. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on aura François Dufour, qui est vice-président de la région Basse-Normandie, donc on repartit en Normandie, il nous rejoindra en fin de matinée, pour témoigner en tant qu'élu régional de son engagement aussi à développer dans sa région ce type d'alimentation dans les restaurations. Maintenant, j'en profite donc monsieur le ministre n'est pas là, mais il est accompagné par son conseiller éminent, qui est monsieur Bio, on va dire, Luc Maurer, qu'on côtoie régulièrement en différentes organisations professionnelles bio, et il montre son engagement, en tout cas, pour aider à développer cette popularisation, on va dire. Et j'aime bien maintenant le dénomination, c'est pas que ministre de l'Agriculture, mais de l'agroalimentaire, et j'allais dire de l'alimentation bio. Voilà, donc vous avez une responsabilité lourde pour nous accompagner dans ce développement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans les témoignages qu'on a ce matin, qu'il y a un engouement assez fort. Quand on montre clairement aux consommateurs l'intérêt de consommer bio et que c'est partagé par toutes les personnalités qui ont des responsabilités d'adultes aussi, qu'on doit transmettre à nos enfants une planète propre,
qu'on doit en tout cas se montrer le chemin, et que le chemin il est clair, il est établi ce matin, qu'il y a des témoignages qui sont à pour dire, et de bannir cette histoire aussi de prix, dire que le bio est plus cher. Ben, en fait vous l'avez démontré à 2 reprises ce matin que le bio n'est pas plus cher, et au contraire je dirais que même en termes économiques il sera moins cher, et ce sera une source d'économie pour notre pays en totalité, et source de main d'œuvre en tout cas, parce que je crois qu'il y a un grand débat, c'est pour ça que monsieur le ministre ne peut pas être là aujourd'hui, sur l'emploi, et sur l'emploi dans les PME, TPE, que ce soit dans le monde agricole, on l'a dit ce matin, Elisabeth l'a cité, on crée plus d'emplois aujourd'hui dans notre monde du bio, agricole et transformation bio. Je crois que c'est une réalité qu'il faut prendre compte, et qu'on doit encore aller accélérer encore plus vite le processus vers des conversions bio encore plus dynamiques et plus... donc je ne sais pas votre témoignage que vous pouvez nous dire sur tout ça pour nous accompagner. Merci d'être présent. Merci à vous pour votre invitation. Moi, j'ai plus rien à dire, du coup. Vous avez déjà... Non, mais c'est parfait. Vous avez déjà excusé le ministre, donc je ne vais pas le refaire. Il participe effectivement ce matin à un conseil des ministres sur les mesures qui permettent de relancer l'investissement, notamment dans les TPE et les PME, ce qui concerne, je suppose, notamment le secteur de la bio. Voilà, ce que je peux faire quand même, c'est vous saluer de la part du ministre qui aurait bien aimé être là, qui avait initialement envisagé de le faire. Il suit régulièrement vos travaux avec beaucoup d'intérêt, vous le savez. Alors peut-être en complément du Tour de France, 2-3 mots généraux, mais je vais essayer de ne pas redire des choses qu'on sait déjà tous, mais il y a quand même, dans le programme Ambition Bio, il y avait l'idée à la fois de développer la production, mais aussi de développer la consommation. Donc là, ce matin, on est plus sur le volet développer la consommation. Juste redire que pour nous, c'est très important de travailler sur les deux en même temps. Et d'ailleurs, dans les différents exemples que vous avez donnés, on ressent bien ça, le travail important entre la production et du coup la cantine qui est liée vers la consommation. Alors que peut faire l'État dans tout ça ? Puisqu'il y a déjà énormément de bonnes choses qui se passent sur le terrain, l'État il doit continuer, et c'est ce qu'on fait dans le prolongement d'ailleurs des initiatives des précédents gouvernements sur le sujet, continuer à donner un signal, à donner un cap, à donner des objectifs, et notamment le signal de développement des produits bio dans la RHD, et en particulier évidemment dans la RHD de l'État, j'y reviendrai. Donc il y a le cap, il y a le message qui est donné, qui est régulièrement rappelé. Je crois que c'est nécessaire de le faire. Ça ne veut pas dire que sans ce message-là, les choses ne se feraient pas, mais ça permet aussi de les soutenir et puis de contribuer à leur diffusion. Enfin, c'est l'idée qu'on se fait du coup du message qu'on passe. Après, on essaye aussi de fournir quelques éléments concrets qui permettent d'avancer et qui se nourrissent beaucoup d'ailleurs des expériences qui existent. Et on a diffusé récemment, c'était fin 2014, le fameux guide qui permet d'expliquer en quoi le code des marchés publics, il y a eu des illustrations très concrètes qui ont été données tout à l'heure, n'est pas du tout un obstacle. Alors, pour peu qu'on s'en serve correctement, c'est vrai, nécessite une certaine subtilité sans doute, mais une fois qu'on le sait, ben, on peut le faire. Donc il y a ce guide qui permet d'expliquer comment on peut encourager l'approvisionnement de tous les systèmes locaux, notamment les cantines, par des produits locaux, des produits qualité, des produits bio. Donc le guide il travaille sur les trois à la fois. Il y a toujours évidemment la question de le bio ou le local. Bon, on aime bien, et d'ailleurs le ministre avait salué cette formule, bio et local c'est idéal. Et l'idée qu'on se fait, c'est qu'en travaillant sur un ou plusieurs de ces leviers, on finit par arriver à les passer ensemble. Et d'ailleurs, ça s'est bien retrouvé aussi dans les différents exemples que vous avez donnés. Au départ, on a une initiative locale et puis finalement ça entraîne les bio, ou on constate terrain, finalement les bio répondent bien à ce sujet, y compris dans la volonté d'être local, ou alors si au départ la volonté c'est bio, bah souvent on finit par trouver que bio et local c'est effectivement idéal. Je pense que les choses vont bien ensemble, et d'ailleurs dans le cadre de ce travail global, qui consiste à encourager à la fois la pro locale et la pro en produits de qualité et la pro en produits bio, on a constaté que souvent les bio étaient précurseurs sur l'ensemble des démarches et l'ensemble des leviers à la fois. Il y a des initiatives réussies qui existent, et le guide il avait pour but de montrer les leviers juridiques possibles pour effectivement développer la pro locale et la pro de qualité. Donc ça c'est un premier angle juridique dont l'État est responsable. Il est responsable de l'application de la réglementation qui vient aussi d'ailleurs des codes de marché public européens. Il est aussi responsable de bien expliquer aux acteurs comment est-ce qu'ils peuvent utiliser au mieux cette réglementation. Donc ça c'est un premier rôle de l'État. Deuxième rôle de l'État peut-être c'est celui d'animation. Ça ne veut pas dire que l'État est seul à faire l'animation, au contraire, il essaie de le faire avec tous les acteurs. Donc il y a toute la communication qu'on a organisée autour du programme Ambition Bio et de ce guide en particulier. Il y a aussi l'idée qu'on a eue de développer autour de l'objectif d'améliorer l'introduction de produits locaux et bio dans les
dans les systèmes locaux de dynamique régionale, avec des réunions régionales qui sont tenues, je crois, dans la quasi-totalité des régions. M. Dufour pourrait témoigner sur la sienne. Et ce qu'il en ressort de ces régions quand elles se sont tenues, c'est qu'il y a une volonté qui est partagée. Et au-delà de la volonté, parce que c'est sympa la volonté, mais après il faut aussi passer aux actes, il y a souvent des agendas concrets qui se mettent en place, alors avec des objectifs divers et variés, mais en tout cas une volonté nette de progresser et des agendas qui vont dans ce sens-là. L'animation qu'on soutient, c'est aussi celle réalisée par différents acteurs, ce serait notamment la FNAP. Il n'y a pas que la FNAP qui fait des bonnes choses, mais la FNAP fait des bonnes choses sur le développement de la bio en RHD, avec un financement qu'on a maintenant, depuis 2 ou 3 ans, mis en place sur le programme de la DGL, je le dis au passage, parce que des fois on se dit, oui, l'administration, la DGL, ils sont très sur les phytos et tout, mais non, ils font aussi des choses pour encourager les programmes alimentaires, et notamment le développement de la bio en RHD. Voilà, l'État, il fait aussi, donc au-delà de ce rôle d'animation, l'État, il peut être un financeur ou un facilitateur de financement, parce que là, en l'occurrence, on voit bien que dans tous les projets, si on devait financer tous ces projets-là, ça rentrerait assez difficilement dans le budget de l'État, mais malgré tout, c'est intéressant que l'État puisse pointer des financements qui existent. Donc on est en train de finir de préparer un guide qui indique pour toutes ces initiatives, que ce soit pour la conception, pour l'animation, pour le suivi, ou même aussi parfois pour des investissements. Je pense aux investissements notamment de transformation ou de collecte qui permettent de passer du producteur vers le consommateur. Et bien, il y a toutes sortes de financements qui existent, que ce soit des financements européens, que ce soit des financements dans le cadre du réseau rural, différents appels à projets, je vais citer notamment ceux de la DGL. Donc ce guide va sortir bientôt, il va remettre la lumière, je dirais, sur des choses qui existent, mais bon, après, c'est difficile pour chacun sur le terrain de tout le temps tout connaître en même temps, donc ça permet aussi de bien mesurer et de bien prendre connaissance des financements qui sont possibles. La dernière chose que je voudrais dire, avant d'illustrer un peu plus concrètement ce qu'on a fait, nous, État, en termes de RHD dans nos services, tout ça fait beaucoup écho aussi à la logique de projets alimentaires territoriaux, qui est une notion qui nous paraît très importante, qu'on a inscrite du coup dans la loi. Alors c'est des choses qui existaient avant, mais qu'on a souhaité reconnaître dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. La notion de projet alimentaire territoriaux étant de se dire que sur un territoire, quand il y a plusieurs acteurs qui ont des logiques au départ différentes qui se mettent ensemble, on arrive à construire des projets. Et vraiment, c'est un peu comme si on avait eu ce matin la présentation de plusieurs projets alimentaires territoriaux. Peut-être des gens qui le font sans le dire, ou sans savoir qu'ils le font, peut-être qu'ils savent parfaitement qu'ils le font. Enfin, peu importe, ce qui compte, c'est que ça existe. Et l'idée, c'était que, en mettant ça dans la loi, on voulait mettre le focus sur l'intérêt de ce type de projet et puis inciter à les développer. Et la dernière chose qu'on essaiera de faire sur ce sujet, c'est toujours un sujet un peu délicat, c'est la mise en place de tableaux de bord, de suivi, pour voir concrètement comment ça progresse, parce qu'on voit bien qu'il y a des initiatives partout. Moi j'en découvre tous les jours, donc je trouve ça plutôt chouette. Et puis en même temps, ça peut donner l'impression d'une espèce de fouillis dont on ne sait pas trop s'il progresse réellement, concrètement, quel est l'indicateur de... Bon, voilà. Donc on est en train de préparer, avec les acteurs concernés, un tableau de bord qui permettra de suivre concrètement partout, au-delà de la collecte d'expériences réussies qui reste très importante, la progression de l'introduction des produits bio et des produits locaux dans la restauration de proximité. Voilà, donc pour résumer sur le rôle de l'État, il me semble qu'il y a 3 choses. Il y a cet aspect d'accompagnement juridique, cet aspect de montrer les financements qui sont possibles et puis parfois aussi financer directement, et puis ce rôle important d'animation. Alors la question aussi, c'est l'État, qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà. Donc l'État essaye d'être exemplaire sur l'introduction de produits locaux et de produits bio dans sa restauration d'État. Le ministère de l'Agriculture est en train de se regarder pour voir s'il fait les choses correctement. Il y a une mission qui a été confiée à des ingénieurs généraux qui sont en train de travailler et qui constatent qu'en fait il y a pas mal d'initiatives intéressantes, notamment dans le réseau de l'enseignement agricole, mais aussi par exemple dans le réseau de France Agrimaire ou dans le réseau de l'ASP, qui ne sont pas forcément des organismes auxquels on pense spontanément. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des endroits. Il y a des endroits où on fait des choses très intéressantes, alors du coup on se dit pourquoi pas le faire partout, et c'est l'objectif de la mission d'identifier les bonnes initiatives et puis ensuite de les développer pour les reproduire. Donc ça c'est ce qui concerne l'agriculture. Après, plus largement dans le gouvernement, alors je ne vais peut-être pas faire la revue de tous les ministres. Vous savez que le ministre avait écrit à tous ses collègues pour signaler le guide et puis encourager le développement et l'atteinte de cet objectif de 20% produits bio dans la restauration collective d'État. On travaille pas mal en ce moment avec le ministère en charge des armées, qui donne des résultats assez intéressants. Et là aussi, on voit des endroits où il se passe des choses bien. Alors, c'est pas partout, mais du coup, ça donne envie plutôt de le développer. On essaie de travailler aussi avec les hôpitaux. Pas simple comme sujet,
Pas simple, parce que dans les hôpitaux, il y a des problématiques supplémentaires qui sont notamment, évidemment, le fait qu'on a affaire à des patients et que du coup, il y a pour eux des prescriptions sanitaires particulières qui ne facilitent pas forcément la prise en compte des produits bio. Pas que les produits bio ne soient pas bons pour la santé, peut-être pas dire ce que j'ai pas dit, mais la nécessité de traiter les produits d'une certaine façon et de l'appro en masse où c'est pas immédiat, c'est pas impossible, mais c'est pas immédiat d'introduire des produits bio. En revanche, dans les hôpitaux, il y a aussi, au-delà des malades, il y a aussi beaucoup de personnel, et donc là, il y a un angle d'attaque qu'on est en train de creuser avec notamment la PHP, la direction des achats, qui permet de progressivement, il y a une volonté assez intéressante de progressivement développer notamment l'introduction de produits bio et locaux pour les personnels des hôpitaux, qui sont une population très importante. Et ce qu'on voit dans ce travail qu'on fait avec eux, qui se tisse au fur et à mesure des jours, c'est vraiment pas facile, c'est l'incantation ne marche pas, l'instruction venue de Paris ne marche pas non plus, c'est vraiment l'identification des sites qui ont envie de le faire et de voir avec eux comment est-ce qu'on peut du coup débloquer les freins et utiliser les leviers qui vont bien. Donc on travaille plutôt en direct avec les hôpitaux, donc nous on le fait à Paris donc avec la PHP, directement, la DGL travaille directement concrètement avec eux. Et on a pas mal d'initiatives qui se passent en région. Je citerai notamment la DRAF de Midi-Pyrénées, qui est en train de faire un travail d'identification, d'animation auprès des hôpitaux, pour voir ce qui est possible, pour voir les envies qui existent, et puis pour suggérer aux gens des leviers qui peuvent être mobilisés. Voilà, la dernière chose que je pourrais dire, après la liste est longue, je pourrais la compléter, mais on a notamment avec la conférence COP21 qu'on accueille en France à la fin de l'année, qui est quand même symboliquement quelque chose de très important. Et donc on a tenu en lien avec les organisateurs à ce qu'il y ait aussi l'introduction de produits bio, une animation autour des produits bio. Donc on travaille avec l'agence bio en ce moment. Je peux en profiter pour remercier, tu peux la remercier pour ça et pour plein d'autres choses, mais je le fais au passage, pour mettre en avant la bio lors de cette conférence, et puis aussi pour essayer d'introduire des repas bio pour les conférenciers. Voilà. Après, je voudrais juste rebondir sur les différents exemples que j'ai entendus. D'abord pour les saluer, je ne sais pas s'il m'appartient de les féliciter, mais je trouve que tout ça est très chouette et va vraiment dans le bon sens, vraiment. Ça fait du bien d'être plongé dans un univers presque 100% bio pendant quelques heures, donc ça donne envie d'y croire et que c'est possible vraiment de le démultiplier. Moi, ce que je voudrais relever, c'est un certain nombre de points et qui rejoignent d'ailleurs les convictions qu'on avait, mais qui les illustrent et qui les incarnent bien, de choses qui font que ça peut marcher. Donc, au départ de tous ces projets, il y a toujours une volonté forte, parfois radicale, comme vous l'avez expliqué, monsieur le maire. Ça paraît absolument indispensable, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le fait d'imposer les choses d'en haut qui vont régler le sujet. C'est vraiment ça ne peut marcher que s'il y a une volonté forte. Après, on peut l'encourager, on peut la faire vivre, mais l'imposer, c'est pas dans nos convictions que c'est ça qui permet que ça fonctionnerait. Ensuite, souvent, la démarche, elle est globale. Et d'ailleurs, dans tous vos exemples, elle est globale. C'est pas juste on va faire du 100% bio. C'est aussi une approche diététique, une approche santé pour les enfants, une approche empreinte carbone du territoire, une approche gaspillage alimentaire. Et puis parfois, au-delà même de la sphère consommation, santé humaine, il y a la notion de protection de l'eau. La notion de culture aussi, j'ai trouvé l'approche intéressante. Donc cette notion de démarche globale qui rejoint d'ailleurs ce que je disais sur les projets alimentaires territoriaux. Et après, visiblement, un des secrets de la réussite, c'est que la construction du projet se fasse en lien étroit et permanent, en fait, entre la cantine, ou les gens qui prescrivent ce que la cantine doit faire, et les producteurs. Voilà. Pour plein de raisons, en fait, que vous avez très très bien détaillées, d'organisation de l'approvisionnement, des disponibilités, des volumes, de la saisonnalité, de l'adaptation des produits aussi, où il y a des spécificités bio, qu'il faut pouvoir tenir en compte, et visiblement, ça ne marche que quand les deux fonctionnent ensemble. Implication aussi de tous les acteurs, j'aime bien cette notion de... C'est quelque chose d'assez cher au ministre par ailleurs, cette notion d'approche implicative plutôt que d'approche participative, ça marche bien, l'implicatif, avec les cuisiniers, les parents, les enfants, donc ça c'est aussi des choses à encourager. Et puis ça revient dans tous les projets aussi, et c'est quelque chose qui rejoint nos communications, c'est au-delà du fait de le faire, c'est aussi de le dire et de faire l'animation autour de l'introduction, autour du projet, que ce soit pour les parents, pour les enfants, parce qu'effectivement souvent il y a des freins psychologiques qui méritent d'être levés, et l'animation est vraiment une bonne recette pour ça. Il y a plein de petits trucs de gestion pratique que vous avez donnés qui me semblent utiles à démultiplier, mais je ne vais pas les lister parce que sinon ça va être trop long. Et ce que je constate aussi souvent, c'est que sur ce genre de projet, il y a un peu une logique de déclic et puis ensuite de progression par palier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a franchi les paliers, visiblement on ne revient pas en arrière, parce que les gens, comme ils se sont appropriés, ils n'ont plus envie de changer. Donc ça, c'est quelque chose qui doit inspirer aussi pour la diffusion de ce type de projet. Voilà, et puis l'autre chose aussi qui me frappe, c'est la diversité des projets. Évidemment, une commune de moins de 1000 habitants, c'est pas tout à fait pareil qu'une agglomération. Donc il y a nécessité d'avoir des approches
adapté aux différentes situations, ce qui replaide une nouvelle fois pour l'idée que d'imposer des choses, c'est pas la bonne solution, c'est vraiment que ça vienne d'en bas, il faut s'approprier. Et souvent les acteurs, du coup, quand on leur laisse cette marge d'initiative, ils font preuve d'imagination, et c'est aussi ça le secret souvent de la réussite. Voilà, donc puisque ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne s'amplifie pas. Il faut qu'on le fasse connaître, c'est tout le sens de votre démarche, je trouve que ça va dans le bon sens. Il faut qu'on arrive à comprendre les leviers, donc on a un peu fait ce matin, ça a déjà été fait, il faut continuer à le faire. C'est tout l'intérêt des rencontres nationales régulièrement organisées par l'Agence Bio, du travail fait aussi par la FNAB et par d'autres acteurs sur ce sujet. Et je voudrais terminer par ça aussi, par l'implication croissante des collectivités territoriales, que ce soit les communes, les conseils départementaux ou les conseils régionaux sont souvent très impliqués sur ce genre de choses et le sont de plus en plus. Donc voilà, puisque tout le monde a visiblement très envie, de plus en plus envie de le faire, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à progresser. Voilà le message d'encouragement que je voulais vous adresser. Merci pour vos... Donc je suis en charge effectivement d'agriculture dans la région Basse-Normandie. Donc comme toutes les régions, je pense, le font aujourd'hui, nous participons activement dans la construction du PDR, du plan de développement rural, à préparer le plan Vision Bio d'abord, pour faire en sorte d'accompagner à travers les investissements, notamment dans les exploitations agricoles, le développement de l'agriculture biologique. Dans notre région, le nombre d'exploitations qui actuellement sont labellisées bio tourne autour de 4%, ce qui est peu. Et l'objectif, bien sûr, c'est le doublement comme la plupart des régions françaises. Sur le plan des investissements, au même titre que l'ensemble des secteurs agricoles, l'investissement dans les exploitations agricoles est pris par ce qu'on appelle une approche globale. Nous étions avant sur un système plutôt à tiroir pour accompagner le développement économique, que ce soit dans le développement de l'exploitation elle-même ou que ce soit dans tout ce qui touche à la création de valeur ajoutée, au circuit de commercialisation, à l'organisation de la production dans le milieu. Là, on a plutôt une approche globale, c'est-à-dire on prend en compte sur un programme qui peut s'étaler sur 5 ans, le projet en lui-même, dans ce qu'on appelle la triple performance, économique, sociale, environnementale. Donc on trouve que c'est une bonne formule, d'ailleurs qui nous est proposée à travers l'utilisation des fonds européens, mais en même temps ça permet d'avoir une réflexion autour du projet en lui-même, de développement de la bio, de l'engagement des producteurs dans l'agriculture biologique. On avait mis en place il y a 4 ans quelque chose qui marche bien, c'est essayer d'amener les exploitants agricoles à porter une réflexion sur le devenir de leur exploitation. Que ce soit sur l'approche du développement, le plan environnemental, la réduction des coûts de production à travers notamment l'autonomie fourragère, l'autonomie alimentaire dans l'exploitation. On est une zone d'élevage comme dans le Grand Ouest de la France. On avait proposé d'accompagner les agriculteurs en direct pour porter cette réflexion qui est très large, le devenir du modèle de développement, mais aussi tout ce qui touche autour des conditions de travail, voire l'approche sociale, la dimension sociale, pour voir si on pouvait améliorer ces conditions à travers que ce soit la reprise d'activités nouvelles dans l'exploitation par l'apport soit d'un jeune en installation, soit d'un associé. Et donc on a mis en place ce système à travers ce qu'on appelle un chèque conseil agricole. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui est faite directement à la région par les exploitants agricoles eux-mêmes sur ce projet de réflexion, et on a validé cette approche pour répondre à ces questions auprès des agriculteurs. On a validé pas mal d'organismes, que ce soit les chambres d'agriculture, les groupements d'agriculture biologique, les techniciens qui peuvent aujourd'hui travailler dans des alternatives en proposant de manière privée leur concours. Le but étant d'amener les agriculteurs à s'adosser d'un organisme en posant 3 questions, notamment donc l'approche du développement, la dimension sociale et la dimension environnementale, et faire en sorte que ces organismes qui vont être sollicités par l'agriculteur lui facturent
la prestation pour répondre aux 3 questions, pour l'accompagner. Et donc, c'est l'agriculteur qui reçoit directement le chèque conseil agricole. On a mis cela en place il y a 4 ans et ça fonctionne très bien. On valide à chaque commission permanente de nombreux chèques conseil agricole, ce qui permet donc d'amener l'agriculteur lui-même d'abord à se poser des questions sur le virage qu'il souhaite faire prendre à son exploitation. C'est aussi très intéressant au moment où un agriculteur sur 2 a atteint 55 ans dans le domaine de l'agriculture biologique comme dans les autres secteurs, et faire en sorte qu'il puisse penser à la transmission des exploitations. Donc c'est donc une volonté de notre région d'accompagner directement l'agriculteur plutôt que d'accompagner les organismes qui peuvent un peu papillonner autour du monde agricole et qui peuvent parfois se financer aussi à travers cela. C'est peut-être une bonne façon, mais en même temps, ce qu'on voulait, c'était surtout cibler directement l'exploitation agricole. Donc ce chèque conseil agricole amène vraiment à relever le nez du guidon et à se poser les questions sur le devenir de l'exploitation, et notamment en ce qui concerne l'agriculture biologique, c'est une bonne formule pour se préparer dans une réflexion donc à faire la mutation de l'exploitation. On accompagne aussi à travers cela la transmission des exploitations, et nous pensons aussi, et on le voit bien, c'est le secteur de l'agriculture biologique qui est peut-être le plus demandeur aujourd'hui, pour éviter justement que des exploitations ne soient pas reprises, elles continuent à l'agrandissement et finalement faire sortir de la bio, ce qui serait une situation préjudiciable. Donc le but étant d'accompagner tous les transferts d'exploitation agricole qui se font en fermage par une aide aux propriétaires qui louent et qui s'engagent à louer à un repreneur en fermage au moins pour 75% de l'exploitation, y compris les bâtiments d'élevage, y compris le bâtiment d'exploitation, la maison d'habitation. Donc c'est un système qui a 4 ans maintenant et qui marche très bien. C'est aussi une validation par la région en commission permanente, d'abord lorsque le dossier est déposé, et quelques mois plus tard, lorsque effectivement nous avons le transfert vers un jeune. Alors, je ne sais pas si on vous a parlé des contrats de parrainage qui existent dans les régions, mais ça se lit très bien. Le contrat de parrainage permet donc de faire venir un jeune ou quelqu'un qui a envie d'un retour à la terre dans l'exploitation pendant 1 an, ou voire 18 mois parfois, et ensuite de pouvoir, après avoir pris vraiment profondément connaissance de l'exploitation, de son environnement, d'être accompagné. Donc le contrat de parrainage et le contrat de transmission, on fait ce pari-là pour éviter de rester en panne d'installation, et c'est pas si évident que ça, parce qu'on voit bien qu'on a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui, dans le domaine de l'élevage notamment, des reprises. Donc on essaie de tout lier pour éviter d'avoir des reprises en montant financier très important, avec notamment des propriétaires qui sont tentés de vendre une partie d'exploitation lorsqu'on a affaire à 7 propriétaires à peu près par exploitation. Donc on se rend compte que d'avoir mis en place ces outils, ça amène souvent les propriétaires à dire « Ah ben finalement, si ça n'avait pas existé, je ne me serais pas rapproché de mon fermier sortant, et donc j'aurais peut-être mis en vente, et à partir de là, 20 ou 30% de la ferme mis en vente. 1, c'est un coût fort énorme pour le jeune qui s'installe. 2, c'est un endettement d'abord, mais en même temps, quelque part, ça bloque déjà l'arrivée d'un jeune, et souvent, c'est l'agrandissement qui prend le dessus, à travers notamment la reprise de la partie à vendre par les voisins, et voilà. Donc ces éléments-là, pour nous, c'est très important en amont du développement, en amont et dedans, du développement de l'agriculture biologique. Au moment où nous avons lancé, et là ensuite je m'arrêterai, le dernier outil que nous avons mis en place, c'est un plan de restauration et d'alimentation donc de proximité au niveau de nos lycées. Comme toutes les régions, nous avons en charge les lycées, 76 lycées, avec forcément 76 restaurants scolaires, et une équipe à la région de techniciens et d'accompagnants pour la formation des équipes de restauration dans nos lycées. Donc nous avons pensé qu'il fallait travailler dans la mise en place d'un schéma de consommation de produits alimentaires de proximité
en même temps à la formation des équipes et à la formation aussi des jeunes qui sont donc les citoyens qui vont s'engager demain dans une consommation différente. Donc tout un travail est mené en programmant d'abord dans ce plan régional d'alimentation et de restauration durable que nous appelons le FRARD, en Basse-Normandie, de mettre en place progressivement, de faire rentrer des nouveaux produits dans l'assiette des lycéens. Et donc nous avons commencé autour du pain notamment, du pain biologique en 2011. Nous avons continué par les fruits, les légumes, et nous venons là, en 2015, début 2015, de mener toute une action autour de la viande, des viandes, hein, que ce soit l'agneau, le porc, la volaille ou la viande bovine de proximité. Et donc, alors on n'a pas inscrit 100% de produits bio à travers les lycées pour une bonne raison, c'est qu'on était incapable de fournir dans la proximité ces produits labellisés. Donc nous l'avons étendu à l'agriculture biologique et aux produits sous signe de qualité, puisque nous en avons 17 dans la région. Donc nous avons travaillé. Donc nous avons travaillé avec tous les acteurs locaux à faire en sorte eh bien, que dans un nouveau cahier des charges, pour que les appels d'offres puissent passer, nous avons travaillé donc à former, à mettre en œuvre cette question de proximité dans tout ce que ça peut comporter, et notamment, au premier point, la formation de l'ensemble des acteurs, d'un bout à l'autre de la chaîne, je dirais, jusqu'à la consommation. Voilà, je m'arrêterai là parce que je pourrais en dire beaucoup plus, mais je pensais les éléments essentiels qui permettent de dire on fait très attention à pousser de la base des nouveaux agriculteurs pour s'engager dans l'agriculture biologique et en même temps tout ce qui permet d'éduquer en même temps au travers de celles et ceux dont on a la charge, notamment les lycées. Simplement pour dire que ce que nous avons mené comme travail sur la formation des équipes dans la restauration collective, ça a permis au département de se rapprocher, pour ceux qui le souhaitaient, à travers les collèges, voire des équipes aussi à travers les EHPAD. Ce travail mené en termes de formation est en train de faire un potage d'huile et de servir l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc tout cela, on espère que effectivement, ça va tirer l'agriculture biologique vers le haut et ça va permettre d'engager des acteurs nouveaux pour trouver dans la proximité plus de valeur ajoutée, plus de sécurité. Notre pari actuellement, c'est de mener tout un travail avec les acteurs pour créer des vraies filières qui n'existaient plus dans nos régions. Bien sûr, il y a les grandes filières classiques, hein, avec les gros groupes organisés, mais notamment faire en sorte eh bien, que des filières, et donc le rôle des producteurs eux-mêmes, de s'engager à travailler, à coopérer main dans la main et les accompagner pour cela sur le plan financier, de manière à ce que leur production soit sécurisée pour l'avenir et durablement. Ça n'est pas évident, mais reconstruire ces filières, il faut démarrer de la base, hein, et c'est aux producteurs eux-mêmes de se prendre en charge, et c'est aussi notre volonté pour sécuriser dans le temps l'agriculture biologique et son développement. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Bravo.